Bienvenue sur votre plateforme pour décrypter l'actualité. Plongez au cœur des grands débats politiques, sociaux, économiques et culturels qui façonnent notre monde. Ici, chaque sujet compte, chaque opinion est entendue. Rejoignez-nous dès maintenant pour une analyse percutante et un échange enrichissant. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des analyses pointues, des débats passionnants et des perspectives uniques sur les actualités politiques, sociales, économiques et culturelles. Votre soutien fait toute la différence et nous motive à continuer de vous offrir du contenu de qualité. Ensemble, participons à des échanges constructifs et inspirants. Merci de faire partie de l'aventure. Je regarde ce que dit le président Mahamat Idriss Déby Itno. Il a dit quelque chose là, il y a un mot qui m'a fait tiquer. J'ai dit, s'il dit ça, c'est qu'il veut nous dire autre chose derrière ça. Parce que derrière un mot, il y a un mot. Chez nous en Côte d'Ivoire, on a un proverbe qui dit que derrière village, il y a village. Je crois que c'est un proverbe qu'on a dans toutes les langues africaines. Derrière village, il y a village. Il y a des mots là. Quand toi-même tu le vois, tu sais qu'il y a un mot qui est caché derrière lui. Donc derrière un mot, il y a mot. Hein? Il dit, mais mon jeune frère, le maréchal président, il commence à faire des choses dans la communication là. C'est sérieux, hein? Hein? Depuis qu'il est en train de se rapprocher de la dynamique souverainiste et panafricaniste, son langage devient clair. Maintenant, même quand vous lisez ce qu'il écrit, on comprend ce qu'il a dit. Alors que quand c'était écrit avec le style empoulé de la diplomatie france-africaine, là, quand tu lis ça, tu dors. Si vous avez quelqu'un dans vos familles qui souffre d'insomnie, donnez-lui un discours de Ouattara ou de Paul Biya. Ou mettez un discours de Ouattara ou de Paul Biya à la radio ou à la télé, dans sa chambre. Vous revenez, même dans 10 minutes, le monsieur va ronfler. Des discours insipides. Des discours hors sol, coupés de la réalité, avec des phrases tournées, je ne sais pas comment. On ne sait pas à qui il s'adresse. Cette année, nous avons travaillé sur la croissance. La croissance a atteint 2 points. Et à partir de là, nous avons projeté tout cela en termes de soutien à l'importation et à l'export. Ouattara, toi tu dis ça à qui? Qui écoute ça? Paul Biya, ses phrases. Incontestablement, un autre pays continue à se projeter dans l'avenir avec une certitude, c'est mesuré, mais qui n'en comporte pas moins de fortes espérances. Biya, on t'a fait quoi, le vieux? C'est quoi ça, c'est quelle phrase ça? Ça c'est un somnifère. C'est un somnifère. Ce sont des phrases qu'on devrait vendre en pharmacie pour les insomniaques, les gens qui ne dorment pas. Ouattara, Dramane et Biya, on doit les déposer et les amener dans les pharmacies. On leur fait un petit cabinet où ils sont assis et les gens qui ont du mal à dormir, on dit allez écouter leurs phrases. Vous avez du mal à dormir? Ah, monsieur Fofana, vous avez du mal à dormir? Venez, venez, venez. Et il y a un monsieur là. C'est un somniférologue. Ouattara Dramane. Allez-y, allez l'écouter. Vous avez 5 minutes. Si vous ne guérissez pas, personne ne peut faire quelque chose pour vous. Oui, monsieur Mbida, vous avez du mal à dormir? Venez écouter. Il y a un monsieur là, on l'a mis dans le bureau à côté là. Il est allongé là-bas. Il est en train de faire ses discours. Il s'appelle Paul Barthélémy Biya Bibondo. Allez écouter ses phrases. Si vous avez réussi à écouter plus de 5 minutes, sans ronfler profondément, c'est que vraiment jamais vous n'allez dormir dans votre vie. C'est fini. Et vos billes. Ou mal. Amiens. Amiens. Gassi. Gassi. Comme on dit dans toutes nos langues. Mais, donc, depuis que le maréchal président se rapproche de la dynamique panafricaniste, son langage se purifie. Son langage se clarifie. Son langage devient compréhensible. On sait ce qu'il dit. Et lui-même donne des clés pour qu'on le comprenne. Parce que maintenant, il ne cherche plus à flatter Paris, Genève, Washington, Londres, Bruxelles. Il cherche à trouver un chemin vers le cœur de son peuple. Idriss Déby Itno, là, Mahamat, ce qu'il est en train de chercher, c'est un chemin vers le cœur des Tchadiens. Parce qu'il sait qu'il n'est pas encore dans le cœur des Tchadiens. Il s'est imposé par la force. Il cherche un chemin vers le cœur des Tchadiens. Bon, il a organisé une élection avec Masra.
il a battu Masra, non? Avec l'accord de Masra, puisque ça avait été décidé comme ça à Kinshasa. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi, non? Ils ont organisé une élection pour que Masra soit battu. Masra a été correctement battu. Ensuite, Mahamat Idriss Déby Itno lui a dit très bien, tu as bien travaillé, va t'asseoir. Voilà, il y a un banc de touche là-bas, va t'asseoir là-bas. Bon, voilà, c'est fini, non? Il a eu l'élection. Mais Mahamat Idriss Déby Itno, c'est qu'il n'a pas le cœur des Tchadiens encore. Donc, il est en train de construire un chemin, un boulevard vers le cœur de son peuple. Voilà pourquoi il commence à parler clairement. Parce que quelqu'un qui veut entrer dans le cœur de son peuple parle d'une manière claire. Waworonga. Et Amewa, si tu veux que ton peuple t'aime, parle-lui clairement. Parle-lui sans cultiver les ambiguïtés inutiles. Bon, voici donc le poste qui a attiré mon attention. Le poste du président tchadien, je vais sur sa page. Mahamat Idriss Déby Itno, je vais sur sa page. Et il dit ceci. Suite à l'attaque perpétrée hier nuit par un groupe des individus mal intentionnés contre la présidence de la République, je voudrais adresser mes sincères condoléances aux familles des victimes héroïquement tombées, armes à la main, et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Je voudrais également rendre un vibrant hommage pour la réactivité, la bravoure et le professionnalisme dont on fait montre ces vaillants soldats dans la défense de la première institution de la République. J'exprime ma gratitude quant au soutien massif et instantané exprimé par le peuple tchadien à travers ses forces vives, mais aussi le soutien de pays amis et frères qui ont réagi face à cette tentative de déstabilisation. Il revient maintenant à la justice d'établir les faits, situer les responsabilités et appliquer toute la rigueur de la loi. Les assaillants de cette vaine tentative visaient à me vitrifier, mais ils ont été vitrifiés par la vaillance, la vigilance et le courage de la garde présidentielle. Je relis une deuxième fois la dernière phrase, parce que c'est celle-là qui m'intéresse. Les assaillants de cette vaine tentative visaient à me vitrifier, mais ils ont été vitrifiés par la vaillance, la vigilance et le courage de la garde présidentielle. Une troisième fois. Les assaillants de cette vaine tentative visaient à me vitrifier, mais ils ont été vitrifiés par la vaillance, la vigilance et le courage de la garde présidentielle. Quel est le mot-clé de cette dernière phrase? Moi, je ne commente que cette dernière phrase. Tout ce qui a été dit avant, c'est de la communication politique traditionnelle. Mais il y a quelque chose. Il y a un gisement dans cette dernière phrase. Le gisement dans cette dernière phrase se trouve dans le mot vitrifié. C'est un mot qui a une histoire politique. C'est un mot qui a circulé d'un contexte précis jusqu'à la bouche du président Mahamat Idriss Déby Itno, le maréchal du Tchad, l'homme, eh bien, du départ des troupes néocolonialistes. D'où vient ce mot? Si vous allez chercher ce mot dans le dictionnaire, vous n'aurez pas son sens politique. Au sens du dictionnaire, que signifie vitrifier? Je vous lis la définition du dictionnaire. Larousse, dites-nous, dans la langue française académique, qu'est-ce que c'est que vitrifier? Vitrifier. Vitrifier, c'est transformer, c'est un verbe transitif qui veut dire transformer en verre par fusion ou donner la consistance du verre à une matière. Verre, V-E-2-R-E, transformer en quelque chose qui est en verre, un peu comme un verre. Donc, pétrifier quelque chose. Ça veut dire recouvrir d'une matière plastique transparente. Vitrifier. Deuxième sens, c'est envelopper de matière plastique. Bref, en fait, dans tous les cas, vitrifier, c'est neutraliser, c'est pétrifier, c'est faire que une réalité soit littéralement transformée en quelque chose qui est figé. Vitrifier, c'est tuer. C'est tuer. N'est-ce pas? Alors, si vous restez là au niveau du dictionnaire Larousse ou du dictionnaire Robert que je viens de lire, vous n'avez toujours pas le sens politique de cette phrase. Alors, il faut faire un effort. À ce moment-là, on va dans le livre d'un des individus les plus loufoques de cette époque, le porteur de mallette de la France-Afrique, Robert Bourgi. Je vous ai dit de ne pas acheter son livre. J'ai déjà acheté son livre pour vous. Tout ce qu'il a dit là, je vais vous dire par morceau. N'achetez pas parce qu'il a déjà mangé tellement l'argent de l'Afrique
que ça me fait mal que les Africains même achètent encore beaucoup son livre. Laissez nous autres, ceux qui veulent travailler sur le livre, ok, qu'ils achètent. Mais n'achetez pas trop, parce que ce type-là, c'est trop. Il a eu l'argent des mallettes de tous les dictateurs africains. Il venait donner les mallettes aux autocrates français. Jamais lui ne s'est retrouvé au tribunal correctionnel pour ça. Hein? Moi qui reçois des dons publics, c'est moi qui suis au tribunal correctionnel. Bourgi, là, tout l'argent de l'Afrique qu'il a mangé. Pas un procès. Pourquoi? Parce qu'il mangeait ça avec les gens qui sont à l'Élysée. Vous voyez ça? C'est ça. On dit toujours que le poisson pourrit par la tête. Bon, revenons à notre affaire. Le mot vitrifié a connu un sort dans le champ de la sémantique politique africaine dès lors qu'il a été prononcé par un miti dominici, c'est-à-dire un intermédiaire célèbre de la France-Afrique. C'est ce monsieur Robert Bourgi. Rendez-vous à la page, pour ceux qui possèdent son livre, à la page, 285. À la page 285. Je vais vous lire l'extrait dans lequel on trouve le verbe vitrifier, utilisé d'une manière singulière. Après, on reviendra au maréchal, président Mahamat Idriss Déby Itno. On se demandera pourquoi il utilise cette référence. Et là, on va comprendre. Je vous lis l'extrait. Au soir du second tour, je maintenais qu'il avait été élu. Proche d'Alassane Ouattara, Nicolas Sarkozy a pris fait et cause pour la commission électorale nationale indépendante. Dès lors, pour lui, il fallait que Laurent Gbagbo s'en aille, selon sa propre expression. Il fulminait. Sarkozy fulminait. Cette position m'a été confirmée lors d'un entretien à l'Élysée, début décembre 2010. Alors que la crise post-électorale pointait, il pestait en bras de chemise. Sarkozy pestait. Il me casse les pieds, ton Gbagbo. Mais pourquoi dis-tu mon Gbagbo? Je connais aussi tous les autres protagonistes. Il est victime d'un faux calcul de notre pays. Il voulait que je le persuade de quitter le pouvoir, qu'il foute le camp. En accord avec les partenaires européens et occidentaux, il était même disposé à lui proposer tous les égards dus à un ancien chef d'État. Une chaire d'histoire dans une université française, un salaire mensuel de 30 millions de francs CFA. Vous voyez comment on vend les postes dans les universités en France? Un salaire mensuel de 30 millions de francs CFA, versé par la présidence ivoirienne, une protection rapprochée, bref, la totale. Je suis alors retourné dans le bureau de Claude Guéant pour téléphoner à Laurent Gbagbo, investi le 4 décembre 2010. Son aide de camp m'a indiqué qu'il était remonté comme jamais, que Laurent Gbagbo était remonté comme jamais. Il m'a pris malgré tout au téléphone, très agacé. Il me dit, alors Bob, Bob, il y a quoi? Qu'y a-t-il? Laurent Gbagbo demande à Bob. Et le fameux Bob, c'est-à-dire Robert Bourgi, répond à Gbagbo, Laurent, on se connaît depuis plus de 20 ans, tu es le tonton de ma famille. Je t'appelle du bureau du secrétaire général de l'Élysée. Je sors de celui du président de la République. Voilà ce qu'il te propose. Et aussitôt, Laurent Gbagbo répondit, Bob, écoute-moi bien. Dis à Sarkozy que je serai son Mugabe. Je refuse. Je ne capitulerai pas. Je vais prendre d'assaut l'hôtel du Golfe et je comprends que tu n'es plus mon ami. Ces propos m'avaient extrêmement chagriné. Nous sommes retournés dans le bureau du président Sarkozy qui nous attendait dans un canapé. Apprenant le rejet de ces propositions, je le vois bondir d'un coup. Il dit, dès demain, je le vitrifie. Sarkozy de Nangui Boksha, ce bout d'homme bondit sur ses jarrets et s'écria, dès demain, je le vitrifie. Dès demain, je le vitrifie. Dès demain, je le vitrifie. Et Bourgi de commenter en disant, la suite est connue. À la page 285. Voilà donc le contexte dans lequel le concept de vitrification est devenu un concept de la politique africaine. C'est la bouche de Nicolas Sarkozy qui a utilisé ce concept. Maintenant que nous connaissons le sens politique du concept de vitrification, c'est-à-dire le fait pour un dirigeant français d'éliminer un dirigeant africain, le fait pour un dirigeant français d'utiliser la puissance de l'armée française pour écraser un dirigeant africain, maintenant que nous connaissons la définition politique de la vitrification, nous pouvons revenir maintenant auprès du président Mahamat Idriss Déby Itno
et nous poser la question suivante. Mais pourquoi utilise-t-il le concept de vitrification? Est-ce que le président Mahamat Idriss Déby Itno utilise le concept de vitrification au sens ordinaire de la langue française, tel qu'il est défini dans le Larousse? Ou est-ce qu'il l'utilise au sens politique, c'est-à-dire au sens de l'action de tentative d'assassinat, voire d'assassinat, d'un dirigeant africain par un dirigeant français, colonialiste ou néocolonialiste? La question est posée. Mais moi, je vais vous répondre que le président Mahamat Idriss Déby Itno utilise le concept au sens politique. C'est une accusation indirecte contre le néocolonialisme français. Il nous indique que l'attaque de son palais est quelque chose qui est compatible avec les intérêts du néocolonialisme français, dont il est en train de débarrasser les troupes de son pays. Vous me demanderez comment l'a-t-il indiqué? Par une simple technique stylistique qu'on appelle l'insistance ou la répétition. Il dit ceci, lisons la phrase. Les assaillants de cette vaine tentative visaient à me vitrifier, mais ils ont été vitrifiés par la vaillance, la vigilance et le courage de la garde présidentielle. Le fait qu'il répète le mot vitrifier est une manière pour le maréchal président tchadien de nous dire c'est vitrifié au sens de Bourgi et de Babo et de Sarkozy. C'est vitrifié au sens de Bourgi, Babo, Sarkozy, l'affaire Babo, Sarkozy, Bourgi là. Le sens qui a été donné au mot vitrifié, c'est à ça que je fais allusion. Mais comme vous risquez d'oublier, j'utilise vitrifié 2 fois. Pour vous dire vitrifié, 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 vitrifié. Si votre cerveau dort, vous n'avez pas compris que je suis en train de vous parler de ce dont Bourgi parle dans son fameux livre. C'est le sens politique du mot vitrifié. Donc, en fait, à travers ce concept de vitrification, Mahamat Idriss Déby Itno fait peser les soupçons sur la puissance française et oriente les doigts vers elle pour dire ce sont eux, parce que j'ai demandé qu'ils retirent leurs troupes de mon pays, ce sont eux qui veulent me vitrifier, parce qu'ils en ont l'habitude, comme Sarkozy avait voulu vitrifier Babo. On veut me vitrifier. Alors, je trouve que cet exercice de communication politique, de la part de mon jeune frère, le président Mahamat Idriss Déby Itno, est très intéressant. Il commence à être intéressant. Parce qu'il commence à parler d'une manière très claire. Et je l'encourage à continuer. De toutes les façons, il n'a pas de choix. Actuellement, là, le président Mahamat Idriss Déby Itno est dans la situation du cabri, eh bien, du proverbe ivoirien, qui dit cabri mort n'a pas peur de... Il n'a pas peur de quoi? Écrivez ça vous-même. Cabri mort n'a pas peur de quoi? Il n'a pas peur de couteau. Cabri mort n'a pas peur de couteau. Actuellement, là, le maréchal président tchadien, il s'en gava. Ça sort comme ça sort. Parce qu'il sait que la décision qu'il a prise de rompre ses accords militaires, c'est la plus grave décision de sa vie. Quand tu es petit garçon chez nous en Afrique, tu penses que la plus grave décision de ta vie, c'est de te faire circoncire, d'accepter le jour où on t'amène chez l'infirmier ou chez le Haoussa qui coupe les pines là. C'est le jour le plus grave de ta vie. Hein? Nous, les petits garçons africains qui avons été circoncis, à l'époque, on n'utilisait pas d'anesthésie. Franchement, dans ma petite enfance, c'était le jour le plus grave de ma vie. Le jour où mon père a dit, on s'en va chez son meilleur ami, que je salue, il est toujours vivant au Cameroun, il était infirmier, je pense que c'est lui qui nous a circoncis. On s'en va chez mon ami Papa Charles. Papa Charles était un grand infirmier breveté d'État qui est maintenant à la retraite. Charles Ngonankoum, c'est mon père. Je l'aime beaucoup. Je vais penser à lui là, dans la semaine qui vient. Ça fait un moment que je ne lui ai pas parlé. C'est un papa, ami de mon père, et qui nous a tous vus grandir. Et il était infirmier. Il est à la retraite maintenant. Il vit à Bédi, derrière la cité des Palmiers, avec ma mère Marie, sa femme. Sa maison, c'est chez moi. Parce que mon père et lui ont été amis tout le temps que mon père était vivant sur la terre. Jusqu'au départ de mon père. Papa Charles Ngonankoum, saluez-le. Si Nkoum est là, il faut aller saluer le vieux de ma part. Ernestine, saluez le vieux. Maria, saluez le vieux. Saluez le vieux. Dites-lui que je pense à lui là, ce week-end. Je vais penser à lui, Papa Charles. Parce que je raconte l'anecdote et je pense à lui. J'aime beaucoup ce papa et ce papa m'a beaucoup aimé. Donc, quand mon père veut nous circoncire, il dit d'aller là-bas. Il ne nous a pas dit pourquoi. Hein.
Ce qui est bizarre, c'est qu'on nous a donné des pagnes. Il y avait des pagnes pliées comme ça. Et je savais, mon grand frère avait dit que le jour où on te donne les pagnes pour aller chez Papa Charles, sache que c'est le jour le plus grave de ta vie. C'est quand on est arrivé là-bas, j'ai vu les gaillards qu'il y avait dans la cour. Parce qu'il y a des gaillards pour attraper tes pieds et tes mains pendant qu'on va travailler sur ton zizi. Wallahi billahi ta'ala. Ah! Tu dis, on m'a eu. Et Papa Charles, sa maison est dans une barrière. Donc, tu as vu comment? Et puis les gars là sont costauds. Les gars là sont costauds. Donc, au moment où tu vois qu'en fait on m'a amené pour me couper, tu veux te chercher. Non, les gars te neutralisent. Tu ne cours même pas 3 mètres. Les gars t'ont déjà pris. Et à cette, tu regardes dans leur visage, tu dis, voici donc ma mort. I don't die today. Ça t'arrive une fois. Plus tard dans la vie, tu peux avoir d'autres accidents, des chocs, etc. qui vont te faire savoir que c'est le jour le plus grave de ta vie. Mais en fait, dans la vie politique, le jour le plus grave pour un dirigeant, c'est quand il dit non à une puissance néocoloniale. Dans la vie politique, là, le jour le plus grave pour un dirigeant politique africain d'un pays néocolonisé, c'est le jour où il dit non. Parce que le jour-là, il a signé, du point de vue de la puissance néocoloniale, son arrêt de mort. Yamewa, vous avez compris, non? Vous voyez déjà comment nous qui sommes des civils, qui n'avons pas pris les armes, qui n'avons pas exercé le pouvoir politique en tant que tel, vous voyez comment on nous persécute. Combien de fois, lui? D'où le mot vitrifié. Il utilise le mot vitrifié parce qu'il est conscient que du point de vue de certains, lui, il est un futur mort par accident. Oui! C'est ce qu'il veut nous dire. Et j'aime la lucidité du président tchadien. Il sait que là où il est là, il est cabri mort qui n'a pas peur de couteau. Donc il dit, comme on dit chez nous à Yaoundé, Moraou aou. Moraou aou. Quelqu'un est mort, il est déjà mort. Et il l'a déjà dit, quand il est allé combattre dans l'opération Haskanit, il était assis là-bas avec son fusil posé sur ses jambes. Il dit de toutes les façons, c'est Dieu qui choisit les jours de ta mort. Hein. Mais il faut se battre. Il faut se battre. Cette disposition mentale, cette lucidité-là est extrêmement importante pour un dirigeant politique qui veut aller dans la dynamique de la souveraineté. Monsieur le Président, accélérez les opérations. Rapprochez-vous vers vos frères de l'Alliance des États du Sahel. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Accélérez les opérations de réconciliation nationale avec vos frères. Faites souffler un vent de confiance, un vent de paix. Acceptez de reconnaître vos torts, vos fautes, vos erreurs devant vos frères. Faites souffler ce vent-là. Enlevez du cœur des Tchadiens la peur permanente d'être tués et de mourir violemment par la faute des Tchadiens. C'est urgent. Diversifiez votre partenariat géostratégique et géopolitique comme vous avez commencé. N'attendez rien ni personne. Écoutez votre conscience. Écoutez votre peuple. Et écoutez la voix du Tout-Puissant. Quels que soient les défauts, les crimes que vous aurez commis dans l'exercice de ce pouvoir, qui, comme tout pouvoir humain est éphémère, si vous faites l'effort de vous repentir et de servir authentiquement votre peuple pourra vous trouver une place dans son cœur. Et c'est la plus belle des places pour un homme sur la terre, être aimé par les siens. Pour y arriver, Monsieur le Président, il vous faudra une révolution personnelle plus profonde que ce que vous avez fait jusqu'ici. Mais vous êtes sur le bon chemin. L'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de penser que vous pourrez manger à tous les râteliers, gagner à tous les râteliers. Ça ne marche pas comme ça, cette affaire-là. La décolonisation est un choix radical. La souveraineté, c'est un choix radical. C'est l'affaire d'une vie. C'est le sens d'une vie qui est décrété quand vous dites armée française quitter le sol tchadien. Ce jour-là, vous avez changé votre vie. C'est terminé. C'est comme le... Si vous vous souvenez du jour où on vous a circoncis. Bon, chez les musulmans, on fait ça tellement tôt. La plupart de mes frères musulmans, parfois, ne se souviennent pas. C'est un jour grave. Le jour où vous leur dites non, non, non. C'est ce que je voulais vous dire et je tiens à vous remercier.